Salut à tous, salut, soyez les bienvenus dans la voie de l'entrepreneur. Ça fait un bail. Je m'appelle toujours Gab, je suis toujours accompagné de Raph évidemment. Salut Raph, comment ça va? Bah écoute, ça va super, mais quel kiff de revenir enfin dans ce Ah studio ouais, là, ça fait trop franchement, ouais. longtemps. C'est vraiment cool de se retrouver là, ça fait du bien. Voilà, on vous a complètement délaissé, on est désolé. Et bah voilà, on va tout vous dire. Voilà, je me suis marié, voilà. Ça y est, c'est fait, ça fait 3 mois. Donc bah voilà, vous savez, après le mariage, l'emménagement, etc. On n'a pas eu trop le temps de continuer la voie de l'entrepreneur. Mais en tout cas, voilà, on est de retour. On a plein d'histoires à vous raconter, plein d'entrepreneurs à vous faire découvrir. Alors, ils vous racontent leur histoire et aujourd'hui, c'est une entrepreneuse qui vient nous parler de son super parcours. Elle a beaucoup à vous dire et à vous partager. On la découvre juste après le jingle. Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph, notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. Salut Lisa, comment ça va? Hello Raphaël, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, bienvenue voilà, sur la voie de l'entrepreneur. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, en quelques lignes pour nos éditeurs, pour qu'ils comprennent un Avec peu d'où tu plaisir. viens, qu'est-ce que tu as fait, ton parcours? Avec plaisir. Et pour la petite anecdote, quand vous m'avez envoyé les questions, pardon, c'est une question qui m'a pas mal perturbée parce que figurez-vous qu'en fait, quand j'ai dû rentrer dans mon premier master, le test pour rentrer dans l'école, qui était une école de ouf, il fallait se présenter de la manière la plus créative en 4 minutes. Et cet exercice m'avait traumatisée parce que je trouvais ça hyper dur d'avoir à se présenter devant 500 personnes de la manière en plus la plus créative. Ouais, j'avoue, Enfin, c'est pas ouais, simple. c'est hyper dur. Surtout quand Bah, on du a coup, tu 20 as ans, 30 quoi. secondes pour te présenter de manière un peu créative dans la voie de Waouh. l'entrepreneur si tu arrives à le faire. Bah écoutez, je m'appelle Lisa Pikowski, j'insiste sur mon nom de famille parce qu'en général il est un peu imprononçable. J'ai 30 ans aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis 5 ans. J'ai grandi à Paris, en région parisienne. La particularité, c'est que je suis partie de chez moi pour la première fois quand j'avais 15 ans et après je me suis jamais arrêtée. J'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi, donc à Paris, mais j'ai bougé à Londres une première fois, puis Tel Aviv, puis San Francisco, puis New York, puis Tel Aviv. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans l'entrepreneuriat où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai hâte du coup de vous en partager un peu plus. Alors justement, alors en parlant d'études, tu veux nous dire un peu c'est quoi les différents diplômes que tu as fait? Je sais que tu as pas mal voyagé, tu étais en France, en Angleterre, aux États-Unis. Un peu, voilà, d'où tu viens, comment ça s'est passé et concrètement tes premiers boulots aussi? Ouais, bien sûr. Alors, c'est une anecdote un peu rigolote, mais moi, depuis toute jeune, en fait, je suis passionnée de publicité. C'est-à-dire que ce qui me distrait à la télévision, c'est plutôt de regarder les pubs que le cinéma et le format long, quoi. Mais, OK. et donc, je savais vraiment que je voulais faire de la pub depuis toute jeune. Et d'ailleurs, ça a fait un énorme contraste dans ma famille parce que le schéma de réussite, c'était, dans ma génération en tout cas, c'était HEC ou Polytechnique. Tous mes cousins faisaient ça, mes frères, enfin, ce genre de choses. Et donc moi, j'étais très passionnée par ce que je faisais. Donc très rapidement, en fait, j'avais acheté tous les livres de Bleustein Blanchet, des plus grands publicitaires français. Et donc dès le bac, je pourrais vous en parler un peu, ce qui s'est passé avant aussi, c'est intéressant. Mais dès le bac, en fait, je suis rentrée dans une école de pub. Et on avait la chance et l'opportunité de faire des stages. Et je me suis battue comme une enragée pour appeler Maurice Lévy, qui était le CEO de Publicis Group à l'époque, où j'ai fait tout Paris, j'ai arpenté, enfin j'ai contacté toutes les personnes sans aucun piston, j'ai réussi à remonter à lui. Et donc je suis rentrée chez Publicis comme ça assez jeune et j'ai découvert ce que Ok. c'était vraiment la pub, quoi. Wow. Et ça, alors, ça t'a plu ou t'as été plutôt déçu ou c'était ce que t'imaginais? C'était quoi tes premiers ressentis? Bah alors, ce qui est très drôle, c'est que mon équipe, quand elles m'ont recruté, m'ont même pas dit sur quel budget j'allais travailler. Parce que Publicis, c'est vraiment un mastodonte, quoi. Hmm. C'est au moins, moi, je travaillais sur les Champs-Élysées, donc il y avait au moins 500 personnes, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, il s'est avéré que j'avais travaillé pour Renault, qui est le budget ancestral en plus de l'agence, qui est colossal. Je veux dire, il y a peut-être une centaine de personnes, j'arrondis, mais une centaine de personnes au quotidien qui bossent pour eux. Et donc, quand je me suis retrouvée là-bas, je me suis retrouvée dans une machine très hiérarchisée et très organisée finalement, où il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre créative. Et d'ailleurs, les directeurs artistiques s'en plaignaient beaucoup à l'époque, où en fait, même si c'est le plus gros budget publicitaire, ben, en fait, c'est très difficile de faire approuver des prises de position un peu plus créatives.
Et donc finalement, je vous avouerai que ça m'a un peu déçue parce que quand on voyait la pub, en tout cas des années 80, ou quand on voyait les pubs de Seguela ou tout ce genre de choses, le but justement c'était d'être créatif et de faire rire, quoi. Même Ouais, Ardisson a carrément. relancé Culture Pub il y a pas longtemps à la télévision, mais je veux dire c'était vraiment loufoque, c'était très rigolo. Et en fait, je vous parle de ça, c'était même avant le digital en plus. Donc on faisait encore de la pub télé, on faisait encore du cinéma, mais quand j'y suis arrivée, malheureusement plus vraiment. Ok, trop bien. Et donc, tu restes combien de temps à peu près chez Publicis et ensuite, c'est quoi l'étape d'après? Alors, je reste moins d'un an, quelque chose comme ça, autour de ça. Mais en fait, Publicis, pour moi, ça avait énormément de sens parce que très jeune, en fait, j'avais lu pardon, la biographie du fondateur et c'était un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale qui était aviateur, qui avait fait des choses merveilleuses, qui avait fait le succès de tous les juifs ashkénazes quand même qui avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale en faisant de la publicité. C'est comme ça qu'il avait commencé. Donc pour moi, en tout cas, personnellement, ça avait énormément de sens. Et Mhm. puis même autour de ça, je me disais, c'est la créativité capitaliste, entre guillemets. C'est un peu un espèce de moyen d'arriver dans un système capitaliste et de faire voter des positions à des grands patrons complètement loufoques et en même temps de faire un truc qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Et en fait, j'ai vachement déchanté parce que mon client à l'époque m'appelait et me disait, enfin pas moi en l'occurrence, mais appelait l'agence pour leur dire, vous nous ferez une jolie photo du produit, vous mettrez le logo et ça part en prod. Donc j'ai un peu Ok. pété un câble en termes de quête de sens parce que moi je bossais comme une dératée et en fait ça me plaisait pas du tout parce que je Tu m'y avais déjà retrouvais cette absolument âme pas. d'entrepreneur. Tu te disais à ce moment-là déjà, je crois que je préfère déjà bosser pour moi-même En plutôt fait que c'est d'être même dans pas une ça. boîte salariée, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que en fait c'est même pas ça pour moi le sens final ou l'objectif final qui était véritablement de toucher la cible et d'apporter une valeur ajoutée. Enfin c'est pas tant ça en fait pour vous remettre un peu dans le contexte. Moi il m'est arrivé un truc un peu particulier quand j'avais 18 ans. Je prends le métro à Paris, tout le monde fait la tête et je trouve ça très contagieux. En fait, il y a une atmosphère à Paris où en fait dès que tu souris, on te prend pour un touriste ou Ah quelqu'un bon? de fou quoi. C'est Ok. et, C'est parce qu'il fait toujours beau à Paris, c'est pour ça. Exact, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et je me souviens, vous voyez, prendre le métro un jour, et en fait, à l'époque, on faisait encore de l'affichage, on prenait encore des grosses stations de métro comme Saint-Lazare, et puis on les recouvrait de fond en comble, en fait, avec de la pub. Et donc, je me souviens que je suis dans le métro, donc tout le monde fait la tête, et on passe d'une station à une autre, on arrive à cette fameuse station Saint-Lazare où il y a un énorme affichage publicitaire hyper drôle, hyper bien pensé, et la rame de métro s'illumine. En fait, les gens regardent, et il y a un sourire sur chaque visage. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc à faire, quoi. Ah, c'est Je veux énorme. dire, Ok. je me dis, et puis en plus, je vois les petits sourires en coin, les gens qui sont un peu gênés, genre, qui rigolent un peu dans Ouais. leur manteau, qui sont un peu. Mais en fait, c'est un truc un peu général qui s'instaure où c'était vraiment une très très bonne pub, très très drôle. En plus, Ok. qui était gigantesque, quoi. On était un peu immergés dans une espèce de nouvelle atmosphère comme ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, il faut rendre les gens heureux. En fait, c'est ça, enfin, ça peut être aussi ça la pub. Hmm. Et donc, en fait, pour en revenir à ta question, est-ce que je voulais déjà être entrepreneur? Non, mais en tout cas, il y a un truc qui commence à germer en moi en me disant, je pense que l'objectif sera plus fort que tout. Et peu importe, en fait, où est-ce que je passerai, il faudra que j'arrive à mon objectif. Ce sera de rendre les gens heureux via ce média-là, on va dire. Ok. Ok, Oh. génial. Et donc c'est à ce moment-là, donc dès que tu finis chez Publicis, c'est à ce moment-là que tu quittes la France? Exactement, exactement. Je pars à Londres. Je pars à Londres pour pas apeurer ma mère juive et lui dire maman, je ne pars qu'à 2 heures de train, t'inquiète pas, ça va aller. Mais c'est vrai Bien en plus sûr. sur le ouais, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est un repas un vendredi soir où je dis à mes parents: «Bon, au fait, l'année prochaine, je pars à Londres». Ils me disent: «Ah OK, cool». Et j'avais trouvé donc du coup cette fameuse école où il fallait se présenter en 4 minutes, devant 500 personnes. Mais c'était Ok. très dur de rentrer quand même parce qu'il y avait 20 000 ou 40 000, je me souviens plus, il y avait 40 000 personnes qui, apply, chaque année et ils en prenaient que 40, quoi. Ah, wow. Donc c'était vraiment très impressionnant. Et moi, j'avais passé le premier screening, donc la première étape pour être sélectionnée pour aller à Londres et donc pitcher en fait devant 500 personnes dans un cinéma. Bonjour, j'ai 22 ans, qui je suis, et en plus de la manière la plus créative possible, Et quoi. alors, t'avais fait quoi? Je m'étais tapé la tête contre un mur. Je me souviens déjà parce que j'avais un mois pour préparer ce truc-là et je me disais mais comment? Puis en plus qui suis-je? Enfin, j'ai 22 ans, j'ai rien fait de spécial. Comment est-ce que je vais pouvoir me présenter moi? Et Ouais. en fait, je faisais beaucoup de photographie à l'époque, toujours d'ailleurs. Je suis passionnée de photos.
Et en fait, j'avais déjà une belle sélection, j'avais déjà une sélection que j'aimais beaucoup. Et j'avais retravaillé mes photos sur Photoshop pour qu'elles soient en 3D. Et j'avais acheté 500 paires de lunettes 3D. Vous savez, dans le cinéma, on nous donnait des Ah ouais, lunettes. génial. Les trucs, euh, c'était bleu et rouge. Ouais. Exactement, Ouais. exactement. J'avais acheté ça sur AliExpress ou Alibaba, je me souviens plus. Je m'étais retrouvée à partir à Londres avec ma boîte de 500 lunettes. Et en fait, dans mes photos, j'avais mis au premier plan et au deuxième plan en fait des éléments un peu qui sortaient un peu de l'univers. Et puis Mhm. c'était des photos un peu pas un peu trash, mais c'était des photos qui avaient un discours politique, quoi. C'était des mendiants à côté de personnes très riches, prises aux quatre coins du monde, Ok, plutôt engagé, et quoi. très engagées. Et donc j'étais venue sur scène, j'avais montré toutes mes photos et je leur avais dit bienvenue dans mon monde. C'est moi. Je veux dire, il n'y a rien de plus intime pour moi que vous montrer mes photos parce que c'est mon point de vue sur le monde. Et j'avais fait tout un déballé sur le rôle de la publicité dans le monde, en disant qu'en fait, ben, ces photos-là, elles étaient aussi représentatives de la société de consommation qu'on entretenait en fait au travers des messages publicitaires qu'on véhiculait, et que nous, jeunes publicitaires, on aurait une immense responsabilité vu Hmm. en fait ben, toutes ces pubs qu'on nous matraque en permanence, quoi. Autant véhiculer un message positif. Super intéressant. Alors, donc tu fais cette école-là, ça dure combien de temps? On fait un petit saut dans le temps. Bien sûr, Donc ça dure. Ouais. ouais, ça dure combien de temps? Tu pars ensuite à San Francisco. Mm. Pourquoi tu pars à San Francisco? C'est quoi le but? Où est-ce qu'on en arrive un peu à Lisa, de ta première agence en tout cas, de tes premiers pas d'entrepreneur, Alors, je vais faire un accéléré parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais du coup, bah, j'imagine. je reste à Londres et en fait, j'apprends tout sur la créativité anglaise. Il y a quelque chose de très très fort, un peu à la James Bond, mais en même temps très sophistiqué, et puis très 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 créatif. Enfin, il y a les mouvements punk. Enfin, je prends un bain entre guillemets de On est en quelle créativité. année à peu près à ce moment-là? Oh waouh, on est en 2015-2016, je crois. D'accord, ok. L'high-tech commence un tout petit peu parce qu'on commence à avoir les CEO de Snapchat à l'époque qui viennent nous donner des cours ou ce genre de choses. Bon, bref, mais on peut y revenir parce que c'est une des périodes pour moi les plus intéressantes, mais je fais quand même un saut, j'avance. Je viens une première fois en Israël. Je travaille pour des grosses entreprises comme Superfarm, Teva, ce genre de choses où je fais Mhm. du branding pour la première fois véritablement. Et je fais du branding médical en plus, donc c'est assez touchy. C'est des traitements pour du cancer, faire du suivi de patients qui ont eu des cancers à la maison. Enfin, c'est un autre environnement, mais je commence à voir un peu ce qui se passe en Israël. Et en fait, il s'agit de faire mon deuxième master ou mon dernier master après. Et donc, je candidate à l'ESCP à Paris. J'ai les écrits, et entre les écrits et l'oral, moi, j'avais toujours confiance en moi à l'oral, jamais à l'écrit. Donc, je me dis, bon, ok, c'est bizarre. Et puis, en fait, je me projette un peu en faisant le SCP. Je me dis, bon, où est-ce que ça va m'amener? Puis, je passe un coup de fil à mon père et il me dit, bah, quelles sont tes autres options? Et je lui dis, bah, mon école à Londres, elle a un partenariat avec Berkeley à San Francisco. Qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, ma fille, tu fonces aux États-Unis et tu fais tout ce que tu peux faire aux États-Unis. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression de faire un saut dans le vide en allant à San Francisco. C'était à l'autre bout du monde pour moi. Je veux dire, 10 heures de décalage horaire ou 9. Et puis surtout une culture que je connais absolument pas. Et là-bas, je découvre vraiment l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat à la Silicon Valley, c'est-à-dire rien n'est laissé au hasard. Mhm. On a des standards qui éclatent tous les plafonds. On parle de Ouais. montants considérables. Tout Tout le de monde se suite, tire vers le haut. Il y a une sorte de mentalité aussi assez impressionnante. ah, c'est fou. C'est Ouais. fou, 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 fou. Parce qu'en plus, moi, je grandis dans un environnement parisien qui est ultra égocentrique, très individualiste. En fait, maintenant, je me rends compte qu'il l'est par rapport à San Ouais. Francisco, où en fait, à T'as San pris le recul, Francisco, quoi. ouais, tu vas dans n'importe quelle conférence, tu essayes de parler à l'un des plus gros CEO ou des plus gros investisseurs. En 5 minutes, je vous en supplie, donnez-moi votre meilleur livre ou le meilleur conseil que vous ayez à me donner. Sans savoir qui tu es, d'où tu viens, il va te le donner, quoi, Ouais, bien sûr. gratuitement. Ok. Ouais, c'est un C'est assez mindset unique. complètement différent, ouais. Ah, c'est fou. C'est extraordinaire. Ils appellent ça le pay it forward, entre guillemets. Tout ce qu'on peut donner à l'avance, tu vas le récupérer d'une manière ou d'une autre à un moment. Et en fait, ça fait un énorme cercle vertueux, quoi. Ouais. Donc des belles Et années à San Francisco. Des années extraordinaires où en fait je suis ultra challengée parce que je suis qu'avec, en fait très rapidement je retrouve des copains du lycée qui par hasard en fait se sont retrouvés là-bas, qui ont fait par exemple qui ont fait Polytechnique, qui font leur échange à Berkeley ou à Stanford, qui sont en train de monter leur boîte.
qui sont en train de faire YC, Y Combinator par exemple. Hmm. Et en fait, donc je me retrouve propulsée dans un groupe d'amis comme ça où ils ont tous levé 40 millions d'euros. On a 25 ans. Ils se lèvent le matin, il y en a un qui se dit bah, je veux créer un bateau de shipment, d'un cargo en fait 100% autonome, je vais faire des bateaux robots. Il y en a un autre qui se dit bah voilà, j'ai trouvé que l'agriculture en fait je vais créer des robots, il y avait beaucoup d'hardware à l'époque, mais je vais faire des robots agriculteurs, et, enfin traquer, enfin plein de choses extraordinaires. Et puis les mecs ils lèvent vraiment 40-60 millions d'euros à 25 ans C'est en ouf. arrivant là-bas quoi. Donc c'est Ouais. fou quoi. Bah ouais. C'est fou, fou, fou. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile de ne pas perdre pied parce que tu as l'impression que ton ambition, elle est jamais assez grande. Vu que c'est sans limite, quoi. Ouais, surtout, ouais, j'imagine à San Francisco, en plus, enfin, c'est vraiment, c'est rêve grand, c'est les États-Unis. En plus, j'imagine l'université, tous les gens, les conférences et tout ça, c'est pas uniquement tu montes une agence, et les gens vraiment, ils se permettent de penser vraiment à monter des trucs à la Elon Musk. Enfin, il y a Ouais, zéro limite en fait. Et attends, et du zéro. coup, c'était plus facile à cette période-là de lever des fonds justement pour Ouais. justifier des idées comme ça? Aujourd'hui, Bah, c'est par oh, rapport à aujourd'hui. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je me souviens toujours d'une des premières balades. Je pose mes valises pardon, à San Francisco. Et je pose mes valides, c'est intéressant le lapsus, mais comme si j'étais validée d'arriver Ouais. là-bas. Mais je pose mes valises et puis j'appelle un copain de longue date qui lui-même est en train de monter sa boîte et il me dit je t'explique ici. Et en fait, il essaye de me faire un cours, lui ça fait 3-4 ans qu'il est là-bas, il me dit je t'explique ici, tu seras jamais prise au sérieux si ton marché il vaut pas au minimum 1 milliard. Je lui dis Ouais. pardon. Et il me dit ouais, quand on investit, l'ordre de grandeur, je crois que c'était quand on te donne 1 million à San Francisco, on te donne 10 000 euros à Paris, quelque chose comme Ah ça. waouh. Ouais. Et, Ouais, ouais. et en fait, ouais, faut vraiment que ton idée, elle veuille changer le monde, mais de manière Ouais. grandiose, quoi. Il y a quelque chose. Et par contre, en termes d'exécution derrière, c'est militaire, c'est même pas militaire, c'est que t'as pas le droit à l'erreur une seule seconde, quoi. Ouais. Puis ça avance surtout. Il y a personne qui te laisse tomber, quoi. Ça avance vraiment, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc là, ça te Et donne envie, là, quand tu vois tous tes amis là, qui commencent à monter des boîtes, à lever des fonds, etc. Toi, tu es juste parti à San Francisco pour faire ton master. Tu te dis à ce moment-là, bon, bah allez, vas-y, moi aussi, j'ai le droit aussi d'avoir un peu ma part du gâteau, entre guillemets. Comment sincèrement, non. ça devient? Ah ouais? Sincèrement, non, ça me donne pas envie. Enfin, c'est pas que ça me donne pas envie, je trouve ça admirable, je trouve ça génial, mais en fait, moi, j'ai pas le moteur. En fait, l'une des premières choses que j'apprends, c'est qu'on crée jamais une boîte on crée jamais une boîte pour satisfaire un besoin personnel ou un besoin d'un groupe restreint. En fait, on va vraiment rechercher un problème de masse en général ou un Hmm. problème vraiment très profond et essayer de créer la meilleure solution possible. Mais D'où ça le part fait de toujours dans dire, ce il faut que sens-là. le marché, ça soit 1 milliard de personnes, quoi. C'est ça, Ok. exactement. Alors que moi, par exemple, pour les entrepreneurs que je coach maintenant, ils ont développé une tech et ils vont chercher le problème qu'ils résolvent. Pardon. Alors, en fait, ils font les choses complètement à l'envers et c'est casse-tête. Hmm. Enfin, bon, et puis c'est casse-gueule aussi d'ailleurs. Mais en Ok. fait, ça me donne pas envie à ce moment-là parce que moi, j'en prends déjà tellement plein les yeux. J'essaye d'engranger le plus de savoir, le plus de connaissances, de m'imprégner déjà en fait de ce mindset avant de me dire je vais passer à ça. Ouais, Et d'accord. donc, ouais. Et il y a une erreur que j'ai faite d'ailleurs, c'est que quand j'étais là-bas, on m'avait proposé un job incroyable pour une marque, pour une entreprise qui s'appelle Zero Motorcycle, qui est toujours l'équivalent de Tesla dans la moto. C'est-à-dire, c'est Ok. vraiment du même niveau, c'est ultra bien léché, c'est ultra bien pensé, c'est colossal comme marque. Maintenant, ils sont vendus partout dans le monde. Et on m'avait proposé de faire mon stage de fin d'études là-bas. Et moi, je me souviens, j'avais dit non à l'époque parce que j'étais plus attirée par New York. Erreur de jeunesse. J'avais Mhm. pas envie d'aller à Saint-Raphaël, dans un hangar, bosser un peu. Enfin, Ouais. c'était le garage de la Silicon Valley, mais c'était ça, quoi. Ouais, Et bien sûr. c'est une grande, grande erreur parce que je pense que ma vie aurait pris un tournant différent, mais bon, c'est pas grave. Et donc de là, je suis arrivée à New York. J'ai travaillé dans la mode pour une marque de mode pour le coup qui était microscopique au début et qui est devenue colossale en partie sans me vanter grâce à mes services et grâce à mon travail, c'est vrai, parce qu'elles ont gardé les deux cofondatrices ont gardé pendant très longtemps ce que je leur avais fourni. Ok. Euh, et New York, en fait, c'était un énorme contraste entre San Francisco parce que je suis passée des entrepreneurs en t-shirt blanc et jean Ouais, en Levi's au costume, ouais. banquier de Goldman Sachs, quoi. Donc le contraste était saisissant et c'était très dur à vivre. Ok. Donc New York, c'est pas vraiment ce qui te fait rêver.
À ce moment-là, tu as envie de rentrer, tu as envie de découvrir autre chose, tu as envie de démarrer. Voilà, qu'est-ce qui se passe après New York? Ce qui se passe vraiment à New York, c'est que je rencontre une bande de copains qui sont tous du Ternion et qui sont allés faire leur échange à Columbia. Et en même temps, j'ai toute une bande de copains qui travaillent à l'ONU pour la mission israélienne à l'ONU, du coup. Ok. Et donc, en fait, on commence à se faire un groupe de copains israéliens, et puis d'un certain niveau quand même, parce que c'est des têtes, ils sont adorables, ils sont brillants, et ils sont Ouais. surtout adorables. Et en fait, c'est un peu les premières années où à Columbia et à Berkeley, en fait, il commence à y avoir beaucoup d'antisémitisme. J'ai un copain, Rudy Rochman, qui s'appelle Rudy Israël d'ailleurs sur Instagram, qui avait commencé à devenir un peu connu à ce moment-là, parce qu'en fait, il y avait énormément d'antisémitisme sur les campus. Et je crois que collectivement, en fait, on s'est dit, bon, ça suffit maintenant, on rentre en Israël, entre guillemets, Mm. et on va construire la base qu'on a à construire. Ok, trop bien. Ok, et donc toi, donc, du coup, quand tu prends la décision justement de quitter New York pour revenir en Israël, toi, direct en tête, c'est tu montes quelque chose ou tu... Enfin, c'est... Toujours En pas. fait, alors c'est ça, alors c'est à quel moment que ça arrive justement ta création de ton business et Je vous où fais tu te lances dans patienter. l'entrepreneuriat? Je vous fais du story, je vous fais patienter. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'ai pas mal enduré. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas que j'ai enduré. C'est que dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passée, j'ai quand même été très déçue par. Ça manque tellement de modestie ce que je viens de vous dire. Mais c'est vrai que moi, j'étais tellement animée par le sens, la valeur ajoutée, tout ça. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je suis rentrée dans une super agence israélienne, géniale. Mais sans dire de mauvaises choses, j'ai été quand même très, très déçue par. Je sais pas jusqu'à où je peux aller Non, mais dis-nous, sans dire de Tu mauvaises franchement. peux faire ce que choses. tu veux. Non, tu peux faire ce que C'est tu veux. vrai, je peux y aller. Bon, Ouais, bien sûr. sincèrement, c'est la vérité, donc je pense que j'ai pas. En fait, voilà, donc je rentre bon, je tais le nom de l'agence, même si ça se verra sur mon LinkedIn, c'est pas très grave. Et en fait, Mhm. donc très rapidement, ça se passe bien. Je suis embauchée, je la joue discrète, quoi. Même si en fait, mon salaire en dollars redevient mon salaire en shekels, donc bon, bah la Ouais, dégringolade, elle est assez divisé par saisissante. 3-4, ouais. Ouais. Ah non, c'était vraiment le montant en dollars, montant en Ah, c'est shekels, quoi. marrant. Vraiment, je C'est me, Ouais. symbolique, enfin, c'est bienvenue en ah Israël. ouais, c'était, ouais. Vas-y, je craque la petite tape derrière la nuque d'humilité, Ouais. quoi. Mais c'est pas grave, j'en démords pas, je veux faire mes preuves et puis je sais que je vais monter enfin, j'ai confiance en ma capacité à monter les échelons. Donc j'y vais, je fais de mon mieux et très rapidement, en fait, on me met sur un projet d'une boîte incroyable qui s'appelle MD Clone, qui crée en fait qui crée un algorithme en fait pour créer de la data synthétique. C'est-à-dire, en gros, concrètement, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils font toujours, je pense, c'est que ils allaient récupérer en fait auprès des laboratoires les laboratoires d'analyse ou les hôpitaux toutes les datas médicales en fait sur les patients, et ils avaient créé un algorithme en créant de la data, en plus en enrichissant avec de la data, qui permettait de prédire si Monsieur X avait eu un cancer à 50 ans, quelles étaient ses chances d'en avoir un à 70. Et en fait, à très grande échelle, ça avait une énorme valeur ajoutée pour tous les laboratoires de recherche, pour les patients, pour le traitement de très grandes maladies. Et en fait, Ouais. donc du coup, l'agence me met sur ce compte-là. Et en fait, on me fait bosser dessus. Je suis très heureuse de voir qu'à chaque fois que je travaille sur quelque chose, une partie du site internet, le branding, ainsi de suite, le client est ravi, il ne me demande aucune modification, ce qui est très rare dans ce milieu-là. Jusqu'au moment où en fait ma boss elle est pas très contente, elle voit que je lui vole un peu la vedette. Et en fait en réunion, à un dernier moment, elle change en fait tout ce que j'ai fait. Sur l'une des dernières parties de mon travail, elle change sans m'en avertir. On se fait engueuler par le client parce que le client est pas content avec du coup ce que elle propose. Et moi, du coup, en fait, je me dis une fois de plus, le sens est tellement important, cette boîte, elle doit tellement cartonner parce qu'elle va tellement apporter de valeur ajoutée, que j'interromps la réunion, qui d'ailleurs, il voulait faire en hébreu, et moi, mon hébreu n'était pas très bon à l'époque. Bon, il n'est pas toujours Mhm. très bon non plus, mais en tout cas, ils avaient fait exprès de faire la réunion en hébreu pour que je ne comprenne rien. Donc, j'interromps la réunion et je lui dis, excusez-moi, bonjour, je suis Lisa. On ne s'est pas présenté, mais en fait, c'est moi depuis le début qui travaille sur votre compte. Et si vous voulez, j'ai préparé autre chose. Je montre ce que j'ai préparé. Et pour X et Y raisons, je sais qu'à tous les niveaux, ça va les aider à cartonner et exploser. Bon, j'avais fait on rentrera dans le détail si vous voulez, mais en fait, et donc le client me dit, ah bah voilà, c'est ça que je voulais, c'est génial, merci beaucoup, et ainsi de suite. On sort de la réunion, ma boss me regarde et elle m'engueule, et en fait, je supporte pas qu'elle m'engueule à ce moment-là, parce que je lui dis, mais on peut pas vendre quelque chose de dramatique au client. Et là, je me dis, c'est pas possible, je suis censée être dans l'une des meilleures agences en Israël qui rafle en fait
tous les meilleurs comptes et ainsi de suite, alors qu'ils fournissent quelque chose qui va faire en sorte que le client se casse la gueule. C'est pas possible. Et c'est là que je Ok. pète un câble, et c'est là que, en fait, c'est le sens, tu vois, qui revient me titiller. Là, je me dis, ça suffit, les gars. Bon, bah, maintenant, on se lance, quoi. Ouais. On se lance, ça suffit. Ok. Donc là, tu ouvres The Bract à ce Exactement. moment-là. Tu te Ouais, dis, bon, bah, ils veulent pas faire ce que moi j'ai envie de faire. Du coup, bah, moi, je vais le faire moi-même. ouais, bah Euh, ouais. T'as peur de te lancer, t'es toute seule. Euh, c'est, c'est quoi t'es dans quelle mentalité à ce moment-là? T'as envie de tout rafler? T'as envie de le faire pour ton ego? T'as envie de le faire parce que t'as envie, tout simplement? C'est quoi un peu ta mentalité à ce moment-là pour te lancer et avoir le courage de se lancer aussi? Bah déjà, je me souviendrai toujours de ce moment où en fait, je rentre chez moi, je me mets sur ma terrasse et je prends une feuille blanche et je fais la liste de toutes mes compétences. Ouais. Et, Ok. en fait, j'essaye de voir de manière très rationnelle si en fait j'ai les tripes en fait de le faire, si je fonce dans le mur ou pas. Hmm. Et je me souviens appeler ma mère à ce moment-là. Ma mère est trader et elle avait accompagné tous les plus grands patrons, donc c'est vraiment la femme d'affaires, toujours en costard. Et je lui dis, Ok. maman, tu penses que j'ai de quoi faire? Et elle me dit, écoute, moi je pense que tu es largement qualifiée et puis au pire, tu apprendras quoi. Ouais. Il n'y a pas de secret. Et en fait, Ok. je me lance. Et je reprends tous mes cours d'entrepreneuriat de San Francisco et puis je fais les choses. Enfin, j'essaye de faire les choses bien. Ouais. Et puis ça prend quoi. Ça prend. Et alors, tu débutes comment? Tu débutes avec des sous de base? Tu débutes seul? Est-ce que tu as Non, des j'ai un associés? Je sais client. pas. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Je rappelle tous mes potes que j'ai rencontrés à San Francisco, chez Publicis, dans d'autres boîtes. Et je leur dis voilà. Et alors, la grande chance que j'avais, c'est que dans toutes ces boîtes où je suis passée, je me suis fait un groupe de copains géniaux et puis surtout ultra, ultra, ultra doués, quoi. Eux-mêmes avaient pété un câble au bout d'un moment, ils s'étaient tous mis en freelance. Et puis en freelance, ils bossaient pour Dior, LVMH. Enfin, ils avaient vraiment fait des choses extraordinaires. Et je les appelle et je leur dis voilà, je pense à monter mon agence, est-ce que tu me suis? Et ils me disent grave, si tu as besoin de moi, tout de suite quoi. Et donc déjà ça me rassure parce que je sais que je suis entourée de tueurs quoi. J'admire leur travail, je l'admire encore aujourd'hui. Enfin c'est fou ce qu'ils font donc déjà en fait quand je vais parler à des prospects ou des potentiels clients, bah, ça me rassure vachement de savoir que je suis bien entourée. Ouais. Et en fait est-ce que j'ai peur à ce moment-là? Comment je fais pour me lancer? Ben je suis les conseils de mes parents, en fait. Mes parents ont monté un cabinet d'avocats assez particulier, dans le sens où, en fait, ils ont un site internet qui est le premier site internet d'avocats dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on googlise quelque chose, c'est les premiers qui sortent. Ils n'ont jamais eu de démarchage à faire. Ils ont quelque chose comme 400 000 visiteurs par jour aujourd'hui. Il y a eu 30 millions de personnes sur leur site internet. Et mon père, la première chose qu'il me dit, tu montes ta boîte, c'est tu montes ton site internet et tu bombardes en SEO, quoi. Il n'y a que ça qui Ouais. va vraiment te rapporter des clients. Et donc, je SEO, le c'est fais. le référencement avec des Bah, mots-clés de manière organique, quoi, sans payer. Search Engine Optimization, entre guillemets, bah, comment on te trouve sur Google de manière gratos, quoi. Et donc, bah, je bombarde et en fait, je me concentre vachement là-dessus. Et en fait, ben, mon site internet, très rapidement en Israël, ça c'est ma première victoire, il passe en première page par rapport à mes concurrents directs. Et alors, la petite victoire, d'ailleurs, cette semaine, je suis passée officiellement sur le mot-clé le plus dur devant l'agence dont je vous parlais juste avant pour laquelle je travaillais. Ok. Ah, Euh, donc, quelle c'est Ouais, victoire. rigolo. petite vengeance. Allez, Ah, bam. Ouais, non, c'est cool. C'est une petite vengeance personnelle, on va dire. Bon, ils se sont pas mal comportés avec moi, bien sûr, mais bon, Ouais, voilà, quoi, ouais, c'est bien sûr. rigolo. C'est rigolo. Mais non, en fait, je me base 100% là-dessus parce que, en fait, pour le coup, j'ai même pas réfléchi au fait de prospecter des clients. Je vois que ça a marché très bien pour mes parents. Je vois que je l'avais fait déjà pour d'autres clients avant en freelance ou même en passant par des agences. Et donc, en fait, comme ça, depuis 5 ans, ben, concrètement, j'ai jamais fait de démarchage, quoi. attends, Ok. donc si je comprends bien, ton premier client, c'était tes parents, entre guillemets? C'est la Ah non, première non, mission que pardon, tu as fait? c'est pas mes C'était qui le parents, premier? c'est eux qui me donnent. Mon premier client, c'est une entreprise israélienne. Ok. Alors, la marque de mode pour laquelle je travaillais à New York, on a continué ensemble dès que j'ai ouvert mon agence. Et puis après, mon premier client, c'était une entreprise israélienne qui faisait du medical device, qui vendait un laser pour faire une opération du glaucome, tout bêtement. Et ça s'est super, super bien passé, on s'est hyper bien entendu, donc eux-mêmes m'ont référé à d'autres clients. Euh, et voilà, on va dire ça comme ça. Donc ils sont venus en fait, enfin ils t'ont trouvé sur Google et ils sont venus comme ça. T'as pas eu besoin d'investir dans des ads, dans des trucs comme Jamais, ça. Ok. jamais, jamais. Donc la mayonnaise, elle prend là, à ce moment-là. Ça te donne envie de continuer.
C'est quoi les services que tu proposes? Comment est-ce que tu mets en place un peu tout ça? Alors au début, c'est un Déjà, peu comment c'est ça pas que s'appelle, l'agence que tu as? Tu me dises l'agence, ça comment ça s'appelle? s'appelle, ouais, ça s'appelle, The Bract. Alors, OK, on en avait parlé la dernière fois, bah, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver un nom et en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre et puis je vois Brands That Act, toujours avec le sens derrière dont je vous parle, en fait, qui agissent pour le bien, quoi. Je vois ouais. qu'il y a pas bah, une fois de plus, en fait, je suis orientée SEO, je vois que ce nom d'agence n'existe pas dans le monde, je me dis: «Bon, bah, cool, en fait, je vais pouvoir, je vais pouvoir passer directement devant tout le monde comme ça aussi». Euh, donc, euh, donc voilà, et puis en fait, je fais une grille de services au début. Donc il y a de la strat, il y a du branding, du site internet, du référencement naturel. Et en fait, au travers en fait, de mes premiers clients, je vois qu'en fait, très rapidement, j'ai une méthodologie de travail qui s'installe, qui est toujours la même et qui fonctionne quand ils m'écoutent. En fait, je vois que très rapidement, en fait, ça va s'orienter vers de la strat, mais une strat ultra personnelle, ultra profonde, où en fait, très rapidement, je me retrouve en rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que mon premier client avec lequel je fais ça, c'est un CEO israélien, un vrai de la dure, l'israélien avec un ego qu'on Mmh. peut imaginer comme ça. Et puis moi, j'arrive en rendez-vous comme une fleur. C'est mon premier rendez-vous prospect en Israël. Je vais à Césarée en plus enfin, c'est dans un écosystème comme ça d'entreprise et tout. Ouais. Et puis je le regarde droit dans les yeux et puis j'ai pas peur et je le regarde et je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Mmh. J'ai 25 ans, je viens de créer ma boîte et je le regarde droit dans les yeux. Le mec a 50 ans, c'est sa quatrième boîte. Et je lui dis, mais c'est quoi le sens derrière tout ça? Et en fait, je le sèche sur place parce enfin, il voit que je veux bien faire, il voit où je veux aller, mais en fait, il s'est jamais posé la question. Et je me OK. souviendrai toujours de ce rendez-vous où il regarde son équipe. Il y avait 5 ou 6 personnes dans le bureau. Et en fait, il demande à tout le monde de partir. Et en fait, il me regarde et il me dit bah, je vais te parler concrètement pourquoi je veux faire ça. Et pourquoi j'ai monté cette boîte et pas une autre, et quel sens ça a pour moi, et ainsi de suite. Et en fait, j'arrive à retranscrire très rapidement, que ce soit dans le discours visuel de la marque ou même dans leur discours textuel finalement, bah, en fait, le sens que ça a derrière tout ça. Et au moment en fait où ils sont assez courageux entre guillemets de faire part en fait de leur valeur, c'est pas de leur valeur humaine, mais de concrètement pourquoi c'est aussi important pour eux, à quel point c'est vital, bah, en fait le consommateur, enfin la cible derrière, elle mord à l'hameçon Ouais. directement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK, c'est cool. Donc, tu t'installes, un petit peu dans le marché israélien, tu commences à avoir quelques clients et cetera. Heu, Naturellement, est-ce que, en fait, je reprends ma question. Est-ce que tu as besoin, heu, de lever des fonds pour pouvoir continuer? Ou est-ce qu'avec les clients que tu as, et que tu commences à avoir, bah, ça suffit en termes de revenus pour continuer, pour pouvoir développer? Est-ce que tu as l'idée de te dire: je vais peut-être, commencer à avoir, des associés ou peut-être des gens qui travaillent avec moi»? Comment est-ce que ça grandit petit à petit, de Bract? Et bah, ça grandit. En fait, bah, le problème, c'est que moi, je veux une tour à Manhattan. Donc, à partir de là, ça va jamais s'arrêter. Donc, c'est un Ouais, peu Ouais. compliqué. Euh, ouais, enfin, je veux changer le monde. Donc, Comme quoi, t'as toujours New York encore dans ta tête, hein. ouais, c'est un C'est symbole, pas ouais, encore, franchement. ouais, On dit en psychanalyse que rêver de New York, c'est un symbole et que ça veut dire qu'on veut rêver d'une nouvelle vie d'ailleurs. Donc, je pense que c'est plus le symbole. Mais ouais, je veux ouais, ma revanche ouais, à New York et je l'aurai, quoi. ouais. ouais. Mais en fait, c'est. Bah, déjà, alors on se tape, excusez-moi le terme, c'est vrai que c'est pas très joli, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs événements quand même. Moi, quand je lance ma boîte, il y a quand même le Covid, où c'est pas fameux. Enfin, Mmh. il y a ça, et puis après, il y a quand même, il y a plusieurs événements un peu partout pas qui ralentissent, mais qui rendent les choses un peu plus compliquées. Et en fait, c'est un jour au téléphone avec un ami entrepreneur, pardon, de San Francisco, où en fait, on débrief. Moi, je veux dire ça, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de s'entourer de personnes qu'on admire et qui ont trouvé pas mal de solutions aux problèmes qu'on a. C'est pour Ce ça que qui, je bosse moi, avec Raph, parce que je l'admire et qu'il a trouvé pas mal de solutions. bah, c'est magnifique, je suis très heureuse pour toi. Ça fait toute la différence, quoi. Ça fait Ouais, vraiment toute grave. la différence. Et donc, moi, j'avais gardé comme ça en contact des amis de San Francisco, et donc j'en appelle un à un moment. Et je lui explique ma situation, je lui explique, bon, bah voilà, j'ai mes clients qui rentrent, j'ai mon équipe qui travaille, ça se passe bien, mais je sens en interne que très rapidement, je me retrouve à faire la même chose. Et puis, en fait, je me vois, moi, dans 30 ans, faire la même chose dans le même bureau. Et là, j'ai un peu une crise d'angoisse, quoi, parce que intellectuellement, ben, merci, c'est pas comme ça que je vais évoluer.
Et, Ouais. euh, Puis tu as et, et été dans donc, plein d'endroits, tu as beaucoup bougé ces dernières années, donc peut-être qu'arriver à un moment donné où tu te dis ah putain, je suis dans le même endroit, dans le même à la ronde à 5 kilomètres pendant longtemps. ouais. J'imagine que tu es quelqu'un qui a un peu la bougeotte et du coup ça te frustre un petit peu d'être toujours dans le même endroit, n'est-ce pas? Ouais, complètement, complètement. Et puis c'est surtout intellectuellement, j'ai écouté une interview il y a longtemps du PDG de vente privée qui explique qu'en fait, lui, ce qui le passionnait vraiment, par exemple, c'était d'avoir commencé dans des rue d'Aboukir à Paris, dans le Sentier, de racheter des invendus, et puis maintenant de faire de la logistique à l'échelle européenne, quoi. Et Ouais. en fait, je me souviens en parler à ma mère, d'ailleurs, je parle beaucoup à mes parents, mais lui dire, mais tu vois, c'est passionnant, c'est ça qui est génial, c'est en fait, c'est jamais, enfin, c'est que la boîte grossit, c'est de telle manière à ce qu'en fait, tu règles des problèmes différents en permanence et que l'échelle soit de plus en plus grande. Ouais. Et donc, je parle de ma frustration à un ami entrepreneur à San Francisco. Et je lui dis, bah, moi, j'ai un gros problème avec le business model de l'agence, c'est que c'est difficilement scalable parce que je vends, enfin, développable, du coup, je sais pas comment dire. C'est difficile d'en faire une multinationale, quoi, à moins de faire un peu comme Publicis, de racheter des agences et d'en faire un groupe. Ouais. Euh, et en fait, bah, ce qui est particulier d'ailleurs, c'est que je travaille que pour des entreprises que moi je fais scaler en fait. C'est ça qui est un peu particulier quoi. Et donc j'essaye de trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, comment dire, productize, excusez-moi, je perds le terme en français, mais de rendre en fait mon offre comme un produit, Ouais. de manière à ce qu'en fait on puisse se développer de manière beaucoup plus large et beaucoup plus facilement. Donc Ok. on a lancé une nouvelle offre avec l'agence récemment, il y a quelques mois, pour justement avoir une vision à plus grande échelle et se balader un peu partout dans le monde plus facilement avec cette offre-là. D'accord. Trop, trop, trop bien. Voilà, juste pour sortir un petit peu de The Brack de l'agence, il y a un sujet auquel on en avait discuté la dernière fois qu'on s'était vu. Tu m'avais Mm. dit que tu aimerais aussi en parler, et c'est vrai que ça nous intéresse aussi tous. Comme on l'a compris, tu nous as dit que voilà, la plupart de ta famille, ils ont fait quand même les grandes écoles. Tes parents, ils ont quand même un, un cabinet d'avocat, ta mère tradeuse. Comment toi tu l'as ressenti? Enfin, le fait d'être entrepreneuse on va dire dans un milieu aisé. Parce que c'est vrai qu'on a sur Instagram maintenant, entre tous les entrepreneurs qui étaient à la DAS quand ils étaient petits et qui nous disent que tout est possible, c'est vrai qu'après, quand il y en a un qui se lève un matin et qui vient d'une famille qui habitait dans, je sais pas, dans un quartier assez chic et on lui trouve direct des excuses en fait. On lui dit direct, mais toi de toute façon, ça va, t'as rien à perdre, au pire, tu plantes ta boîte, t'as tes parents, t'as tes trucs. C'est ça. Comment est-ce que toi tu l'as vécu ouais. Comment tu l'as vécu concrètement toi? Bah, franchement, c'est trop cool que tu me donnes l'opportunité d'en parler parce que, pas que j'en souffre, ce serait terrible de dire ça, mais il y a un petit côté, bah, ça m'est arrivé en rendez-vous d'ailleurs, hein, ça m'est arrivé en rendez-vous où je venais peut-être un peu plus chic que certains autres entrepreneurs, ou enfin, parce que culturellement, c'est vrai que je venais d'un milieu un peu différent. Bon, on m'a toujours dit fais tes rendez-vous en chemise blanche, les ongles coupés d'une certaine manière, les cheveux coiffés d'une certaine manière, c'était un peu le code social. C'est pour ça que même sur ma photo LinkedIn, on me prend plus pour une avocate qu'une publicitaire, quoi. Mais, mais euh, ouais, en fait, c'est un truc un peu particulier parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs, quand ils n'ont pas eu une expérience motrice, entre guillemets, très dure, très noire, où ils ont vraiment beaucoup souffert. Ben, en gros, est-ce que ce serait un entrepreneur, par exemple, qui serait sorti d'une banlieue ultra défavorisée, qui réussit par lui-même et tout, ben, en fait, l'entrepreneur qui, lui, vient d'un milieu peut-être plus favorisé, entre guillemets, ben, on lui donne des... C'est pas qu'on lui donne des excuses, c'est qu'on se dit, bon, bah voilà, c'est un peu naturel, il a intérêt à réussir vu d'où il vient, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve ça hyper injuste parce que ça voudrait dire qu'en fait, le moteur derrière, bah, en fait, quelqu'un qui vient d'un milieu social favorisé, c'est horrible, je déteste dire ces termes-là parce qu'en plus, enfin bref, c'est pas nécessairement mon cas absolument. Et, les fils Arnaud sont pas à plaindre non plus, quoi, non Ouais, plus. bien sûr. Mais en fait, comme quoi, moi, j'aurais pas le droit d'avoir la hargne et la dalle. En fait, c'est un peu. Et puis, j'utilise volontairement ces mots-là parce que c'est un peu ce jargon-là qu'on entend très souvent et qu'on voit Ouais. très souvent. Mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir la hargne et d'être une super battante Ouais, c'est ça et rien lâcher. le discours qu'on entend beaucoup en ce moment bah, sur les réseaux, c'est ce qui fait le plus de vues, c'est ce qui fait le Mm. plus de clics, tu vois, d'avoir des entrepreneurs, parfois même des pseudo-entrepreneurs un peu, tu vois, Ouais. qui disent
voilà, bah, moi à 13 ans, j'ai fugué, j'étais tout seul dans la rue pendant 2 ans et du coup, j'ai fait ci, j'ai fait ça et cetera. C'est pour ça que j'ai, aujourd'hui cette force de réussir. Mmh. Hem, peut-être, certainement, tu vois? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas obligatoire et je pense que c'est important. On en parlait même, en off un petit peu a avant le podcast. Tu nous disais, bah, en fait, il faut pas forcément avoir connu la galère pour pouvoir réussir, ensuite. Ce n'est pas du tout corrélé et je pense que c'est important de passer ce message-là. Voilà. Non, parce que juste je rajoute un truc, parce que c'est le message de ces gens-là justement qui viennent entre guillemets de la galère, quand ils parlent de l'entrepreneuriat, c'est de A à Z, c'était de la survie en fait. Mmh. Ouais. C'était fallait que je fasse ça pour m'en sortir. Mmh. Et c'est vrai que après, c'est vrai que quand on vient d'un milieu où on est un peu plus aisé, on a les contacts, on a les ressources, on a toutes ces choses-là. C'est vrai qu'une personne, quand elle va venir te dire, voilà, j'ai lancé tel truc, j'ai lancé ma boîte, c'est vrai qu'on entend souvent les gens qui disent, ouais, mais de toute façon, enfin, en fait, comment dire? En fait, t'as pas cette même peur le soir avant de dormir, parce que tu sais que si ta boîte elle plante, si tu trouves pas de clients au final, tu sais que tu auras toujours où rebondir. Donc c'est Mais un moi, peu, tu sais ce que tu me fais venir comme idée, c'est que je pense que l'échec d'un entrepreneur qui viendrait d'un milieu favorisé, c'est encore tellement plus dur parce que, un, il l'a jamais connu, et deux, il y Mmh. a quand même une pression de réussir de malade, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en parle ouais. pas, mais moi, enfin, mes parents, enfin, je veux dire, les critères de réussite, c'était, je me souviens avoir été une année dans mes études, troisième de ma promo, dire à mon père, papa, je suis troisième de promo. La vraie phrase, c'était pourquoi t'es pas la première. C'était Ouais. en Ouais, c'est permanence. une pression différente, ouais. C'est un truc de, enfin, on te donne, t'as aucun droit à l'erreur dans ces milieux-là. En fait, alors je me permets d'en parler. Je parle pas seulement de ma famille, je parle d'amis avec lesquels j'ai grandi, de tous milieux Ouais, sociaux bien sûr. confondus d'ailleurs. Mais l'échec dans ce milieu-là, c'était la risée. Enfin, c'est hyper, hyper dur, hyper Ouais, violent. ouais. Et puis d'ailleurs, il y a un truc, moi, dont j'aimerais bien parler, c'est qu'on a l'impression que, en fait, ben, pour être entrepreneur et pour réussir, entre guillemets, il faut avoir un moteur, mais quelque chose de vital. Mais en Ouais. fait, parfois, je me souviens j'ai un ami investisseur d'une cinquantaine d'années et je m'entraînais à pitcher devant lui, en fait, mes services ou une boîte, ainsi de suite. Et je me souviens avoir vu la lumière dans ses yeux quand je lui ai dit, mais c'est vital pour moi que ça marche. Mmh. Et en fait, il y a un truc où, en fait, comme quoi un entrepreneur, tant que le moteur il n'est pas vital, ou parce que tu vas vraiment mourir en fait si jamais ta boîte elle marche pas, qu'il y a que ça qui te permettrait de réussir. Mais moi, Ouais, mon c'est moteur il clairement vient pas ça de ce que là. ça veut dire, genre. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Moi, mon moteur il vient pas de là. Moi, ça veut dire que si je réussis pas ma boîte, si je réussis, en fait, ma boîte, tout ce que j'essaye de faire concrètement avec The Brag, c'est de faire en sorte à ce que dans la finalité de la finalité, les gens soient heureux. Je veux trouver un moyen de placarder des images partout dans le monde pour rendre les gens heureux. Mais ça veut dire que Mmh. moi, le sens de ma vie, j'ai plus de sens de. Enfin, c'est ça le sens de ma vie. Ouais, Et absolument. à ce Ouais, moment-là, bien en sûr. fait, bah, ma vie, elle sert plus à rien. Et Ouais, c'est ça mon moteur. c'est hyper personnel, en fait. Le Ouais. moteur de chacun est hyper personnel et personne n'a le même moteur que quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, voilà, chacun peut avoir sa vision des choses. Il y en a, c'est pour pouvoir, se nourrir, mais il y en a d'autres qui ont, bah, tout à fait les moyens de se nourrir normalement, mais il y a quelque chose d'autre qui est quand même vital et c'est pas parce qu'ils ont assez à manger et que le frigo est tout le temps plein, qu'il y a rien d'autre qui est vital à côté, quoi. En fait, c'est surtout ça, la manière dont j'interprète les choses là maintenant. Et puis en plus, moi, pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs et les coacher, du coup, parfois, surtout dans leur strat et ainsi de suite, à chaque fois que je leur demande vraiment pourquoi ils ont créé cette boîte, en fait, c'est leur why, je veux dire, Mmh. enfin, vraiment, enfin, bref, on comprend. Euh, à chaque fois, ils commencent toujours par me dire, bah, je veux gagner de l'argent. Et je leur dis, oui, bon, bah, t'es bien mignon, mais gagner de l'argent, ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde, en fait. Bien sûr. C'est mettre tes parents à l'abri, sauver le monde, je veux dire, enfin, enrichir des associations. Et puis parfois, ça peut être aussi purement, je veux dire, rouler en Bentley. Hein, je veux dire, et puis, qu'est-ce que ça représente de rouler en Bentley d'ailleurs? Est-ce que c'est pas pour Ouais. prendre la vengeance de tes amis dans la cour d'école qui te traitaient de je ne sais quoi? Enfin, tu Ouais, vois, si on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, il y a toujours un moteur quelque part ultra profond, ultra humain et ultra personnel. carrément. Ouais, non, bien sûr, Bah, c'est très super intéressant et je pense que intéressant, c'est ouais. vraiment, vraiment important. C'est un sujet Mm. auquel on n'entend pas souvent parler, mais c'est quand même assez important et c'est ça qui est cool de t'avoir aujourd'hui, Lisa, qu'on puisse parler de ça parce que nous, notre but aussi à LVDLE, c'est de
transmettre des messages qu'on n'entend pas forcément de partout pareil, en prenant le risque que voilà, on sait comment les algos marchent sur les réseaux. Évidemment que si on met des extraits en disant oui, j'étais dans la galère, j'étais dans le truc, ça marcherait mieux, mais il faut quand même transmettre ce genre de message qui est aussi important. Voilà, quelque chose de vital, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Euh, et je pense qu'il faut vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Et je pense en étant heureux aussi. C'est un truc où on n'en a pas forcément parlé, mais je crois que ça va, t'es heureuse aujourd'hui. Bah, je fais tout pour, on va dire Ouais, ça comme ça. Ouais, je fais tout pour et non, je me rends compte que j'ai énormément de chance parce que j'ai quand même réussi à créer une boîte dans un pays que j'adore, faire ce que j'aime, rencontrer des gens extraordinaires, euh, et puis surtout voir la valeur ajoutée quand je reçois des mails à 23h, amazing job, it's fantastic, ou je me dis bon, tu fais c'est un trop bon cool dodo quoi. après. Ouais, je suis trop contente. Je suis, je suis vraiment trop contente. Et puis cette tour à Manhattan, je sais pas ce qu'elle représente pour moi d'ailleurs, mais peut-être qu'un jour je m'en passerai et que je serai Ouais, très heureuse de cette manière-là. On Ouais. verra, mais c'est le voyage. On est là de manière temporaire. Moi, j'essaye d'apporter le plus de valeur ajoutée à mon échelle et puis on verra ce que ça donne, quoi. ouais, c'est trop bien, Ouais, c'est trop cool. trop trop bien. Moi, il y a un autre sujet auquel j'aimerais vraiment discuter avec toi parce que tu Avec nous as quand plaisir. même, t'as quand même voyagé quand même pas mal, t'as rencontré pas mal d'amis, enfin de gens différents. T'arrêtes pas de nous parler de tes rencontres, même les gens qui Mhm. sont venus te voir directement. Moi, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que le networking, le réseau, il représente pour toi et surtout comment est-ce que par exemple un auditeur, là, quelqu'un qui nous écoute, comment est-ce qu'il pourrait construire un networking concrètement, même si c'est créer des rencontres et qui est pas j'aime pas dire en fait utiliser quelqu'un, mais enfin, en gros, genre rencontrer des personnes, même s'ils ne te servent pas à quelque chose aujourd'hui, ils te serviront peut-être dans 10 15 ans. Comment est-ce qu'on bâtit concrètement un networking et qu'est-ce que ça représente pour toi? Je me suis un peu perdu dans ma question, mais Non, mais j'ai très bien est-ce que tu as compris ce que compris? Ouais. tu veux dire. C'est la Il y reprise. a- Ouais, c'est la Ah reprise. oui, t'inquiète. Moi aussi, j'ai bafouillé 3 4 fois, c'est pas grave. De toute façon, moi, je raconte que des bêtises. Mais... De toute façon, on coupe Euh, rien, nous, on est vraiment full naturel, hein, oui. De toute façon, on devait faire ce podcast sur un canapé. On avait l'air qu'on a quasi. Bon, bref. Exactement. Exact. Euh, ah, alors, le networking, bah, déjà, j'aime pas ce terme, mais je vois où tu veux en venir et je vois que c'est vrai qu'on a, en fait, concrètement, on n'arrive à rien seul. Ça, enfin, c'est des grandes vérités, mais c'est vrai. Et c'est mieux comme ça d'ailleurs parce que ben, ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer. Et j'ai l'impression d'être un peu professeur d'école quand je dis ça, mais c'est vrai. Alors, moi, mon networking, bah, en fait, j'ai jamais réfléchi et au final, maintenant, c'est vrai que objectivement, de manière purement objective, j'ai un réseau incroyable. Je me balade partout dans le monde, j'ai des potes partout qui cartonnent. Et en fait, j'ai jamais réfléchi à me faire du réseau pour me faire du réseau. Par exemple, il y a même des entrepreneurs, sincèrement, avec lesquels j'aurais aimé travailler. Et en fait, je vois que ça ne fit pas, absolument pas, qu'on ne parle pas le même langage, même quand on parle français, on ne se comprend pas. Ouais. Donc déjà, j'essaye de jamais vraiment forcer. Et en fait, j'essaye d'être 100% moi-même et déjà de réfléchir à la valeur ajoutée que je pourrais leur apporter. Déjà. C'est-à-dire que moi, je suis très mal à l'aise. Alors, c'est comme ça que j'ai construit mon réseau, mais j'ai commencé par me faire des amis. Et mon frère, un jour, j'aime bien parce que j'implique toutes les personnes de ma famille dans ce podcast sans le vouloir. T'as Ils bien ont intérêt raison. à nous écouter, hein. Ouais. Mais, ouais, ils ont intérêt. S'ils le font pas, je le prendrai personnellement. Oh la Mais fan bizarre. je vais faire un petit jeu d'épaule. Je sais pas si je peux le faire. Mais... et c'est mon frère un jour qui m'avait dit, bah, si tu veux rentrer si tu veux pouvoir parler à n'importe qui à n'importe quel moment, bah, en fait, il faut que tu aies déjà toi la culture la plus vaste possible. Si demain tu rencontres un violoniste ou un très grand architecte, bah, en fait, il faut que tu sois capable de lui parler bah, je sais pas, des 10 plus grands architectes, des courants artistiques dans ce milieu, un violoniste, bah, comment on joue du violon, et ainsi de suite. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant comme insight, en fait, de commencer le travail par soi-même, en fait, pour attirer les gens à soi. Mhm. Et finalement, bah, quand on les rencontre et quand on a l'opportunité de les rencontrer, bah, ça peut être aller à toutes les conférences, tous les meet-up. Moi, à San Francisco, je suis pas allée une seule fois en boîte. J'ai fait tous les meet-up de Google for Startup. Ouais, génial. Il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, faut aller là où ils sont quand même. Bien sûr. Faut aller les chercher. Ils vont pas venir à vous. Euh,
mais après, enfin, bah, faut faire un peu comme monsieur, j'ai une question, Ouais. j'ai un truc à vous demander, quoi. Et puis y aller avec beaucoup de naturel, beaucoup d'humilité et très très naturel, quoi. Très très Donc naturel parce si, que. donc si je résume un petit peu, premièrement, c'est pas se faire du networking pour se faire du networking. Enfin, Ouais, pas, la, je la pense. démarche déjà, elle est pas bonne. Donc vous avez entendu tous nos auditeurs, ne pensez pas ça. Et deuxièmement, aller à tous les événements, tous les events, toutes les choses possibles et essayer de se faire un petit peu remarquer, mais tout en restant naturel. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ouais. Et puis surtout, moi, alors, vous avez trouvé ça drôle, mais je me suis retrouvée dans des événements un peu à droite à gauche au Festival de Cannes, ce genre de choses et tout. Et c'est un peu impressionnant, quoi. Moi, je fais pas du cinéma. Et en fait, très rapidement, j'ai réussi à aller parler à n'importe qui, n'importe comment, en leur disant quelque chose à propos d'eux. Enfin, c'est comme ça que j'ai réussi à connecter très Tu rapidement leur avec des donnais des personnes. lunettes 3D à ce moment-là ou pas? Pas mal, pas mal. Je sais même plus si j'ai pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais j'essayais d'apporter la valeur. Alors j'étais pas du tout dans la flatterie, quoi, mais j'essayais d'aller de leur apporter de la valeur, quoi, en fait. Ouais. Ouais, ouais, trop bien. Écoute, génial. Je crois qu'on a un peu fait le tour de tous les points qu'on voulait aborder. Trop cool. On a l'habitude, avec la voix de l'entrepreneur, de poser des petites questions qui sont un petit peu plus globales, un peu plus générales sur l'entrepreneur, Mhm. pour clôturer cet échange, si tu es OK. Avec Déjà, plaisir. notre première question, comment est-ce que tu vois ton agence, donc De Bract, dans Mhm. 5 ans, 6, 7 ans? Voilà. Est-ce que tu as un, un avenir assez tracé? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Voilà. Comment est-ce que tu vois ton agence dans 5 ans? Ah, c'est une bonne question Et parce tu que peux pas moi, me dire une tour à Manhattan. ouais. Pourquoi pas, hein. Est-ce que je peux te dire un Pourquoi pas. floor dans une tour à Manhattan déjà? Ouais, là, ça me va. Ok. Ça te va? Ouais. Ouais, bah ouais, ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Après, ça peut être partout dans le monde, quoi. Ouais. Enfin non, ça peut pas être partout dans le monde, mais dans des villes sympas, vous avez compris. Tu Ouais. sais, et en fait, ouais, bah j'aime bien me donner des objectifs, ça c'est sûr, parce que sinon, je pense que c'est impossible d'avancer, quoi. Mm. Mais j'ai remarqué aussi, à déjà 30 ans, que la vie est truffée de nouveaux événements très incertains qui viennent parfois vous rediriger un peu dans une direction auquel vous n'avez pas du tout pensé. Et donc, je me laisse aussi surprendre Et c'est pour ça par que ce la qui vie est pourra se belle. présenter. Ouais, grâce à Dieu. 5, 5, Ouais, 5, 5. exactement. Trop, trop bien. Euh, tu dirais quoi à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui a pas forcément d'idée en fait. Lui, il sait qu'il a envie de devenir entrepreneur, il sait qu'il a envie de bosser à son compte, mais il a pas une idée claire en fait de ce Ah qu'il waouh, aimerait faire. je vais être très ashkénaze là pour le coup, mais euh, euh, bah, si c'est pour se lancer, pour être entrepreneur, pour le titre, pour la potentielle liberté, pour éventuellement gagner plus d'argent, c'est la pire idée du monde parce que c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur quand il n'y a pas un moteur derrière. C'est vraiment Ouais. c'est un saut dans le vide. Il faut avoir les tripes hyper bien accrochées. Il faut avoir fait quand même un peu de travail sur soi ou être prêt à le faire en tout cas sur le chemin parce que bah, c'est hyper hyper dur quoi. C'est du rejet, c'est une immense discipline. C'est même pas de la motivation parce que la motivation elle s'estompe assez rapidement aux premiers échecs. Mais la remise en question, je veux dire l'humilité. Enfin, disons que si c'est pas, s'il n'y a pas un vrai moteur derrière pour moi qui est de résoudre un vrai problème pointé et d'apporter avec la plus de créativité possible une solution géniale. Alors ça c'est dans l'idéal, hein, bien sûr, toutes les Ouais. entreprises du monde fonctionnent et d'ailleurs le critère de réussite c'est pas forcément de faire une introduction en bourse. Hein. Je veux dire, toutes les échelles de réussite sont possibles. Mais disons que je pense qu'il faut quand même être très franc avec soi-même au début avant de se lancer et, et prendre un peu les coups durs comme un boxeur, mais avec beaucoup de souplesse. Moi, je fais de la boxe en plus. Donc, je veux dire, faut pas avoir peur un peu de mettre un peu sa garde, envoyer des bons coups droits quand on veut, et puis surtout faire preuve d'agilité, quoi. Parce que c'est un combat de boxe, mais il faut le prendre avec le sourire, je pense. Ok, un combat de boxe avec le sourire, c'est intéressant. Trop bien. Du coup, est-ce que
quelles sont, quelles seraient pour toi, tu vois, un peu les compétences, les skills qui seraient essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, mis à part être fort en boxe. Avec le Alors sourire. c'est très dangereux, c'est très dangereux. Moi, j'ai commencé à faire du Krav Maga au même moment où où j'ai monté mon agence. Ça m'a pas, c'était pas ouf, hein. Ça a failli Ok. partir 2 ou 3 fois, quoi. Mais, mais je me calme. Et puis j'ai un père avocat qui me dit attention quand même, je peux pas être ton Ouais. avocat, donc fais gaffe. Euh, euh, Ta question, c'était, excuse-moi, c'était les skills qu'il faut avoir Ouais, pour se les lancer. compétences qui peuvent être importantes, quoi, Euh, essentielles. Bah alors, ça dépend des métiers, bien sûr, mais je pense que c'est déjà une très grande discipline. Parce que les motivations, bah, je me répète, mais les motivations s'estompent assez rapidement, donc énormément de discipline, Mm. beaucoup de remise en question et beaucoup d'agilité. Beaucoup d'agilité parce que je pense qu'aujourd'hui, peu importe le marché sur lequel on se positionne, il va évoluer, il va changer très très rapidement. Et Ok. donc, si on n'est pas capable d'être ultra réactif, donc quatrième, je pense, c'est agile et réactif, bah, en Mm. fait, on coule très rapidement. Parce qu'il y a en moyenne une centaine de personnes au même moment dans le monde qui veulent faire la même chose que vous, quoi. Je veux dire, à la même minute, il y a des gens qui créent de nouvelles boîtes. Ouais. Donc, être ultra, ultra réactif. Plutôt réactif ou proactif, du coup, vu que ça va tellement vite. Oh non, je pense. C'est intéressant que la distinction est intéressante. Réactif, ça suffit parce que je pense que ça va Ouais. déjà tellement vite que d'être proactif, ça serait courir plus vite que le lièvre et la tortue, tu vois. Ouais. Mais Ok. bah après, un OpenAI est proactif, tu vois, donc j'en sais rien, Ouais. mais peut-être qu'à mon échelle, je le vois pas. C'est là que j'essaye de faire preuve un peu d'humilité. Peut-être qu'à mon échelle, je le vois pas. Mais non, ça m'amène à la troisième chose, c'est qu'il faut pas avoir peur d'avoir les idées les plus ambitieuses possibles, je pense. Ouais. Rêver grand. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, Ok. c'est cette phrase un peu bateau. Au pire, tu t'atterris dans les étoiles, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu Ouais, bien ça Ouais. sûr. l'idée. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il des entrepreneurs que tu souhaiterais voir participer à la voix de l'entrepreneur? Quelqu'un qui Elon te vient en Musk, tête? Elon Musk, ouais, c'est une bonne réponse. Nous aussi, on aimerait bien l'avoir, mais je crois qu'il est assez occupé là en ce il moment. est assez occupé. Bah, j'ai un Ouais. contact si tu veux. Je Pour Elon Musk. Vraiment? je l'ai rencontré au Festival de Cannes l'année dernière, si tu veux, j'ai son Elon Musk, 06. vraiment, tu l'as vu au Festival de Non. Cannes? Non, par contre, j'ai vu Tim Cook. Et Ah, pour moi, c'était la plus grande star que je pouvais voir au Festival de Cannes quand même. J'étais Ah là, ouais, les c'est gars, j'avoue. pas mal. arrêtez tout, il y a Tim Cook, c'est un truc de malade. Mais il y avait accessoirement, attends, c'était De Niro à côté de lui, Brad Pitt et tout, et tout le monde était focus sur eux. Moi, j'étais là, mais il y a Tim Cook, mais Bah il y a oui. Tim Cook. C'est Très génial. drôle. Non, mais ouais, j'avoue, Elon Musk, ça serait bien. Tu lui poserais quoi comme question d'ailleurs, si tu pouvais avoir Elon Musk en face de toi? Comment tu fais? Mais est-ce que cette puce, tu te l'es déjà implantée dans le cerveau depuis que t'es bébé ou comment ça marche, quoi? Mais Ah ouais. Ouais. Non, ouais, vas-y. non, ouais, je pense que c'est même pas un surhumain. Je pense que bah, ça, tu vois, c'est un dernier truc que j'ai vu à San Francisco et je vais essayer d'être la plus courte possible. Mais il y a un truc vraiment ultra particulier là-bas, c'est qu'ils sont sans limite et Mm. surtout sans limite vis-à-vis d'eux. Alors bien sûr, ça donne des déviances, des choses pas très cool, mais globalement, en termes d'intellect, se penser un peu sans limite et capable de tout accomplir, bah déjà c'est un bon postulat de base, quoi. C'est-à-dire que si Ouais, tu te limites pas toi-même, c'est pour ça que j'adore le film Limitless, le mec, Bradley Ouais, il est Cooper, ouf. qui prend une pilule et en fait, bah, c'est déjà en lui, c'est ça qui est fou, quoi. ouais, Ouais, bien C'est-à-dire prod. sûr. c'est un bon le principe des drogues, hein, mais Ouais. euh, euh, ouais. Et donc Elon Musk, moi ce que je, enfin bon, c'est ultra bateau. Il y en a plein que j'aimerais rencontrer, quoi. Il y en a plein, 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 mais c'est vrai que c'est celui dont on parle le plus et c'est celui en Ouais, tout cas qui n'a pas de limite aujourd'hui. Ouais, ok. clairement. Et moi, j'en profite pour vous conseiller à tous. Je viens de finir la biographie d'Elon Musk, la nouvelle. Je vous la conseille à tous. Ça va vous a voulu dire ce gars n'est tout simplement pas humain en fait. Ouais, c'est sûrement ça, je Et- pense. Ouais. Peut-être qu'ils sont 25 avec la même tête. On n'a jamais pensé à ça, la théorie. Peut-être que C'est s'il y avait possible. 25 Elon Musk et qu'en fait ils se relayent, c'est possible ça aussi. C'est Ouais, ce très serait possible. Ouais. possible. Ce serait assez marrant d'ailleurs, mais Ce Et il serait s'appelle rigolo. tous X. Ouais, X1, X2, exactement. X3. il y a un autre entrepreneur de ton choix qu'on connaît pas, que t'aimerais rencontrer ou que t'aimerais poser, à qui t'aimerais poser une question. Et quelle question tu lui poserais? Tu vois, un truc plus ou moins réel, hein. Tu vois, on a parlé d'Elon Musk. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah, j'ai pas fait mes devoirs parce qu'en plus j'ai écouté vos autres podcasts et je me souviens que vous posiez cette question et j'ai Ouais. pas eu le temps d'y réfléchir. Oh là là. Non, mais c'est pas.
Oh là là, mince. Attends. J'allais dire Xavier Niel, mais non, peut-être pas. Euh, euh, Même si c'est je... un entrepreneur, tu vois, je sais pas, même si c'est un entrepreneur, tu vois, on nous a dit par exemple une fois Zidane, tu vois. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est un bon entrepreneur, Zidane, pour le coup. Ça Oh, peut être un waouh. peu, même pas forcément un entrepreneur, ou alors tu vois une personne qui est un peu inaccessible et une question que t'aimerais vraiment lui poser, quoi. Ah, bah, moi, j'ai une passion pour Maurice Lévy parce que j'en reviens toujours à la pub et pour moi, Ouais, c'est un entrepreneur, mais j'ai une vraie passion pour Momo, quoi. On l'appelait comme ça quand on travaillait là-bas. ok. C'était notre Momo. Et la question que je lui poserais, c'est j'hésite entre Maurice Lévy et Ardisson. Mais bon, comme j'ai bossé pour Maurice Lévy, au final, je vais rester de son côté. Ouais. Ardisson, j'ai une passion pour Ardisson. Euh, Maurice Lévy, qu'est-ce que je lui poserais comme question? Bah, comment tu vois les nouvelles générations à venir et qu'est-ce que tu leur je suis un peu réac, moi, donc du coup, j'allais lui dire comment est-ce qu'on essaye de les remettre un peu sur le droit chemin et d'utiliser leur Ouais. cerveau plutôt que de chat GPT, mais il faut vivre avec Ouais. son temps. Mais ouais, comment tu vois l'avenir de nos futures générations? Je lui poserai cette question-là. Ouais. C'est intéressant. On a commencé cet échange avec Maurice Lévy et on finit aussi avec Maurice Lévy. Maurice Donc, Lévy. toujours Je la suis pub. légèrement Lisa, obsédée, hein, voilà, je ne légèrement lâche pas obsédé. mon Non, truc. non, mais c'est bien. Voilà, vraiment, merci beaucoup, Lisa, voilà, d'avoir été là, notre micro. Tu nous as partagé ton histoire, tes expériences, puis ta bonne humeur aussi. Ça faisait du bien. C'est cool Ça pour va pour une reprendre. ashkénaze, je suis pas si coincée que ça, c'est cool. C'est un peu ça, C'est parce cool. que moi, avec Raph, toutes les journées, c'est dur. Ouais, ouais, écoute, c'est pas grave. Non, mais On se soigne. ouais, c'est ça. C'était un super moment pour nous. Alors, on espère Merci que ça l'a été infiniment. aussi. Merci à toi. J'espère que c'était un bon moment aussi pour nos auditeurs. Voilà, de la voix de l'entrepreneur. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, là, que ce soit pour nos auditeurs, pour tes auditeurs, pour à peu près qui tu veux. Merci papa, maman de m'avoir laissé la chance de le faire, c'est déjà pas mal. Désolée, Ouais. c'est jamais sorti. C'est sorti tout seul. J'avais l'impression d'être en psychanalyse. Je veux dire, c'est très drôle. J'allais Non, mais m'allonger t'as en 2 raison. secondes. Mais franchement, ouais, merci d'avoir cru en moi, c'est cool, et de me répéter, t'es la plus forte et tout, ça marche. Franchement, ça marche. Même si Bah c'est écoute, parfois, enfin bref, même si c'est faux, on s'en fout, c'est pas grave. Et moi, j'aimerais aussi dire à beaucoup de personnes que tant qu'on travaille, ça marche. Il n'y a pas de ouais. secret. En fait, c'est surtout ça que je voudrais dire à toutes les personnes qui peuvent douter, qui ont envie d'arrêter, qui ont peur de se lancer. Tant qu'on bosse, ça marche, quoi. Faut pas, Hmm. je veux dire, il n'y a pas de, il y a le timing, il y a tout ça et ainsi de suite, mais il n'y a pas de secret, quoi. Faut beaucoup bosser et ça marchera beaucoup, quoi. C'est aussi Ouais, simple que ça. absolument. Absolument, absolument. Eh ben écoute, merci beaucoup Lisa. Voilà, merci Raph. C'était très mignon et très cool d'avoir ces petits mots doux sur la fin. Merci à vous, chers auditeurs aussi. Voilà, on est de retour. N'oubliez pas, c'est un bonheur de partager avec vous voilà, chaque épisode des nouvelles histoires. Venez nous rejoindre sur les réseaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, évidemment sur toutes les plateformes de streaming aussi, Spotify, Google Podcast. Je les ai même pas tous en tête. On est vraiment sur toutes les plateformes. Mettez des avis, des commentaires. Voilà, si vous voulez nous aider un tout petit peu, vous savez quoi faire. Vous savez comment l'algo fonctionne aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, on espère évidemment que ça vous a plu. Et puis bah nous, promis, on est de retour, on est reparti. Du coup, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, salut à tous.